tous et à toutes. Je suis très heureuse d'ouvrir la 13e journée de notre webinaire Global Bergsonisme en Amérique latine, organisé au Brésil. Je voudrais remercier une fois de plus Caterina Zanfi pour tous les soutiens qu'elle nous a apportés à moi, à Déborah et à Bruno de l'organisation de notre événement. Je tiens également à remercier tous les intervenants, les modérateurs qui ont effectivement rendu possible cette rencontre autour de la pensée de Bergson. Et je voudrais aussi rappeler qu'aujourd'hui, nous aurons 3 sessions, comme tous les jours, mais que la 3e session de laquelle nous aurons la conférence de Camille Riquier sur Bergson et l'histoire de la philosophie commencera un peu plus tôt, à 14h30 au Brésil et 18h30 à Paris. Merci à tous pour votre participation. Je donne maintenant la parole à Cosette Ayala, qui va diriger notre première session. Avant une brève introduction, Cosette Galindo-Ayala est titulaire d'un doctorat en sciences religieuses de l'Université Complutense de Madrid. Elle a effectué un séjour postdoctoral au Centre d'herméneutique de l'Institut de recherche philologique de l'Université nationale autonome du Mexique. Elle est actuellement coordinatrice du programme des cultures judaïques au sein du département d'histoire de l'Université ibéro-américaine au Mexique. Elle a aussi organisé un séminaire sur Bergson au Mexique cet été. Son travail en tant que chercheuse, enseignante et promotrice culturelle se concentre sur l'interprétation de certains aspects des traditions juives, chrétiennes et musulmanes dans des contextes littéraires, artistiques et sociaux, ainsi que sur les processus de dialogue interreligieux. Cet intérêt l'ont rapproché de la pensée de Bergson. Je passe maintenant la parole à Cosette. La parole est à toi, Cosette. Merci. Thank you very much, Maria. I'm really honored to be chair of the following panel. And I thank the professors Caterina Zanfi and Deborah Morato for the invitation. First of all, I must apologize because I believe this meeting has been mainly conveyed in French language. And for me, it's better to speak in English, but I'll do my best to interact with the interventions that we are going to attend in French. So it's my honor to salute Professor Marcos Camolesi and Professor Jesus Guillermo, if he's already here, Guillermo Ferrer Ortega. We'll have 2 communications. Each one will take 20-25 minutes maximum, and we'll have another 10-15 minutes each for the questions. We'll start with Professor Marcos Camolesi. He achieved his PhD in philosophy at the University Paris 1, Panthéon-Sorbonne, and also at the Université de São Paulo. With the thesis, La casualité chez Henri Bergson, formation d'une pensée au contact des sciences expérimentales. Casuality in Henri Bergson, formation of a thought in contact with experimental sciences. His directors were Jean-François Ronstein and Franklin Leopoldo Silva. Recently, he completed a postdoctoral research at the LabEx HaExtech and Centre Alexandre Koyré de l'École Pratique des Hautes Études with the project The French Invention of Technology, 1933-1948. His lines of research are History of French Philosophy and History of Psychological and Medical Sciences of the 19th Century. Some of his publications are On the Notion of Effort and on the Concept of Causality in Henri Bergson, 2017, The Problem of Causality in Bergson, 2 Brazilian Interpretations of 2015, and as book editor and translator, he has achieved the following work: Can Heal Him, Technique and Environment, Sao Paulo 2021, and with Professor Leopoldo Silva,
He coordinated the book Elements for a Moral Image of Men in French Philosophy at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, Sao Paulo, 2021. And finally, among his works are the creation of the dossier, Artifact Techniques, History, and Human Sciences with the Professor Hilaire Perez. Well, I'm delighted to welcome Professor Marcos Camolesi, whose communication title is Franklin Leopoldo Silva, lecteur de Bergson, Causalité et Liberté. Please, Professor Marcos. Thank you very much, Cosette Ayala. Just a little remark. I'm flattered, but I'm not a professor. I'm chargé d'études. It means assistant researcher, something like this, at the normal school now, the École Normale Supérieure. But I should have said you this information before. Thank you very much for your presentation, your very kind presentation. I excuse myself to you because I will, as I said before, I will need to read my text in French. Bonjour à toutes et à tous, bon dia. J'aimerais tout d'abord remercier Caterina Zanfi, Deborah Morato et tous les membres du comité d'organisation de cette rencontre brésilienne du projet Global Bergsonism pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici parmi vous, même si je n'ai pas pu suivre par manque de temps les journées précédentes de cette rencontre. J'en suis désolé. J'en profite également pour saluer la présidente de cette séance, donc encore une fois, Cosette Galindo Ayala, et mon collègue dans le cadre de cette séance, Jesus Guillermo Ferrer Ortega. S'il est bien là, je n'ai pas compris, mais oui. Mon intervention se partagera en une introduction longue et ce que j'appellerai, pardon, il y a quelqu'un qui m'appelle, et ce que j'appellerai 3 aperçus. L'introduction servira à vous faire part de la raison pour laquelle j'en suis venu à proposer une communication intitulée Franklin Leopoldo Silva, lecteur de Bergson, causalité et liberté. Elle sera d'autant plus importante que je ne discuterai pas de Bergson directement, mais plutôt deux lecteurs de Bergson, les philosophes et professeurs universitaires Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva. Je passerai tout de suite à l'introduction et en arrivant au bout de celle-ci, de l'introduction, je vous présenterai les 3 aperçus que je voudrais vous offrir aujourd'hui. Donc, je passe à l'introduction qui vise à répondre à la question suivante, tout simplement. Pourquoi je vous propose de parler d'un lecteur ou deux de Bergson? Avant toute autre chose, je tiens à noter que je ne travaille plus depuis quelques années sur le sujet dont j'ai l'occasion de discuter aujourd'hui. Les études qui donnent lieu à mon intervention ont eu lieu dans le cadre de mes recherches doctorales sur le concept de la causalité. Comme Madame Ayala a souligné, ma thèse a été soutenue en 2017 et à l'Université de São Paulo, j'ai travaillé sous la direction de M. Franklin Leopoldo Silva depuis 2007. Je me souviens d'avoir défini la causalité chez Bergson comme mon sujet de thèse en 2010. Je savais que M. Leopoldo Silva avait déjà interrogé le problème de la causalité chez Bergson dans les textes dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai lu ces textes de M. Leopoldo Silva vers 2010-2011 et ensuite je suis passé à d'autres lectures. 5 ans plus tard, vers 2015, je me suis rendu compte que ma façon de poser le problème de la causalité chez Bergson prolongeait, jusque-là à mon insu, la façon dont Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva avaient eux-mêmes posé le problème de la causalité chez Bergson. Donc, vers 2015, après 2 longs séjours à Paris, j'ai commencé à réétudier le livre « Présence et champ transcendantal » de Bento Prado Jr. et Bergson, Intuition et discours philosophique de Franklin Leopoldo Silva.
À ce moment-là, vers 2015, relire Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva, c'était pour moi quelque chose de psychanalytique. Il s'agissait de comprendre mon enfance philosophique, les textes qui m'avaient orienté dans mes études, même quand ils n'étaient pas présents sous mes yeux. Vers 2015, Isilda Johansson, professeure à l'Université fédérale de São Paulo, m'a proposé d'écrire un article sur les interprétations du problème de la causalité chez Bergson par Bento Prado Jr. et par Leopoldo Silva. L'article a été publié en 2015. Madame Ayala y a fait mention de cet article. Mais il est vrai qu'il me semble déjà quelque peu éloigné de mes réflexions. J'ai fini par développer cette question dans ma thèse de doctorat. J'ai ensuite été invité quelquefois à parler et à force d'y réfléchir, je pense avoir identifié entre Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva au sujet de la causalité chez Bergson, une relation de continuité et de complémentarité. Et c'est l'hypothèse que je veux soumettre à l'épreuve aujourd'hui avec vous. Bien entendu, je serai obligé de m'en tenir à des aperçus de la question. Toutefois, je serais entièrement satisfait au sortir de cette séance si je pouvais vous transmettre l'élément qui, à mon avis, établit une telle continuité et complémentarité entre Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva, interprète du problème de la causalité chez Bergson. Cet élément, c'est l'idée de, je pense, réécriture de l'esthétique transcendantale kantienne dans le deuxième chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson. Franklin Leopoldo Silva ne réclame certes pas cette hypothèse de réécriture de l'esthétique transcendantale qui avait été développée par Bento Prado Jr. Cependant, en discutant de la causalité, Leopoldo e Silva reprend l'argument afin de le prolonger là où Bento Prado Jr. l'avait mis de côté. C'est ce que je vais essayer de montrer d'ici peu. À mes yeux, il y a donc une spécificité de l'interprétation de la causalité chez Bergson qui a été inaugurée par Bento Prado Jr. Cette spécificité, je le répète, c'est l'idée de réécriture de l'esthétique transcendantale kantienne dans le deuxième chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson. Comme nous allons le voir, Leopoldo e Silva non seulement prolonge les conséquences de cette réécriture sur l'analytique transcendantale, comme l'avait fait déjà Bento Prado Jr., mais encore sur la dialectique transcendantale. Ce faisant, Leopoldo e Silva prolonge une hypothèse originale qui va le faire aboutir à des conclusions similaires à celles de l'historien de la philosophie Henri Gouillet, qui était en train de tirer, similaire à celle que Henri Gouillet était en train de tirer à la même époque, mais à Paris, sur la causalité et la création chez Bergson. Je parle de travaux qui ont été tous publiés au tournant des années 90. La thèse de Bento Prado a été soutenue en 65, mais elle a été publiée en 89, ce qui change, transforme considérablement la façon dont elle circule. Le travail de thèse de livre docência, c'est-à-dire c'est l'équivalent en France de l'HDR, habilitation à diriger de recherche, a été publié chez Loyola, si je ne me trompe pas, en 91. Et quelques études d'Henri Gouillet, comme son étude sur l'histoire de la philosophie occidentale, dans lequel il discute du problème de la causalité de la création chez Bergson, a été publié à peu près à la même époque. Je n'ai pas pu le consulter en préparant mon intervention. Donc, en effet, pour en venir à l'opposition entre causalité et création chez Bergson, Leopoldo e Silva ne part pas d'une réflexion sur la pensée judéo-chrétienne comme Gouillet, mais plutôt d'une réflexion sur les insuffisances du modèle de la rationalité contre lequel s'oppose directement l'essai sur les données immédiates de la conscience. Le modèle, notamment,
kantien de l'expérience possible. C'est en effet dans la foulée de la publication de Présence et Chant transcendantal de Bento Prado Jr. en 89 que Leopoldo e Silva propose une réflexion sur l'épuisement de la rationalité assimilée au modèle kantien de l'expérience possible. Le livre dans lequel il le fait, c'est sa thèse de livre docência, intitulé Bergson, Intuition et discours philosophique, paru en 91. Dans cette thèse de livre docência, o HTR, Leopoldo e Silva entend que l'existence de la troisième antinomie, dans laquelle la causalité des lois de la nature est confrontée à la causalité libre, n'a de sens que parce que, je cite Leopoldo e Silva, Kant a retenu une seule possibilité de l'expérience, à savoir celle qui est structurée par le fondement de la science déterministe, celle reposant sur l'unité de la connaissance, sur un seul mode d'atteindre la vérité sur le réel. Fin de citation. D'où la nécessité pour Kant de distinguer entendement et raison. Quand on parle d'un élément extérieur à la série, remarque Leopoldo e Silva, élément extérieur conçu comme cause initiale et spontanée, on est déjà dans le domaine de la raison, faculté qui opère d'une façon distincte de celle de l'entendement et suivant des finalités autres que les siennes. Fin de citation. En revanche, puisque la conscience chez Bergson ne se limite pas à l'expérience définie d'après le modèle de la mécanique newtonienne, la pertinence de la troisième antinomie s'évanouit. C'est donc en démontrant par l'absurde l'épuisement de l'expérience possible, celle définie dans les conditions de la mécanique newtonienne, comme l'avait montré par exemple Vuillemin, qui avait été utilisé dans la thèse Présence et Chant transcendantal de Bento Prado. Donc c'est en démontrant par l'absurde l'épuisement de l'expérience possible chez Kant que Leopoldo e Silva réaffirme la nécessité chez Bergson d'une causalité autre, une causalité qui ne l'est pas ou qui l'est de trop. En bref, une création. Bergson a dû faire face, je cite, à la périlleuse nécessité de refuser le schéma causal même, puisque ni même une notion comme celle de cause libre n'est appropriée pour penser la spontanéité du sujet. D'emblée, ce que je viens de présenter nous permet de constater l'importance que nos deux philosophes brésiliens, Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva, ont accordé à la confrontation entre Kant et Bergson. S'agit-il d'une empreinte de l'enseignement de Gérard Lebrun, qui enseignait à l'Université de São Paulo dès 1960 et qui a commencé en 1965 une thèse consacrée à la troisième critique de Kant sous la direction de Canguilhem? Sans doute, oui. Quoi qu'il en soit, dans les minutes qui me restent, j'aimerais vous offrir d'une façon certes nécessairement schématique 3 aperçus. Lors de la discussion, si vous le voulez bien, nous pourrons y revenir pour tirer ensemble les fils qui relient ces 3 problèmes. Le premier aperçu que je voudrais vous offrir, c'est l'hypothèse énoncée et développée par Bento Prado Jr. de la réécriture de l'esthétique transcendantale dans le 2e chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Le deuxième aperçu présentera brièvement la façon dont Franklin Leopoldo Silva reprend et prolonge l'hypothèse de la réécriture de l'esthétique transcendantale dans sa propre thèse de doctorat et dans sa thèse de livre docência HDR. Le troisième aperçu sera consacré à présenter toujours brièvement la façon dont l'acte libre résout une difficulté que Kant n'avait pu résoudre que par l'antinomie entre déterminisme causal et liberté. Donc, je passe à mon premier aperçu. Combien de temps je dispose encore? How much time do I have, Ms. Ayala? You have 10 minutes
more or less. OK, I think it's enough. Thank you. Donc, mon premier aperçu, l'hypothèse de la réécriture de l'esthétique transcendantale. C'est une présentation. Dans le tout premier compte rendu consacré à l'essai de Bergson, Lucien Lévy-Bruhl avait déjà remarqué que l'essai annule le concept de causalité kantien, le concept kantien de causalité. Je cite Lévy-Bruhl, « Un kantien dirait peut-être qu'en expliquant ainsi la causalité, M. Bergson, à vrai dire, la supprime. » Depuis lors, d'autres articles et essais seront consacrés à une confrontation entre Kant et Bergson. Ces articles et essais auraient certes pu profiter pour remettre en cause la suppression, comme l'entend Lévy-Bruhl, de la causalité au sens kantien. Je n'ai pourtant trouvé aucun qui pose le problème comme Bento Prado Jr. l'a posé. L'hypothèse, cela en 65, l'hypothèse de Bento Prado Jr. au sujet du deuxième chapitre de l'essai, c'est que ce deuxième chapitre donc, correspond, comme je l'ai déjà dit, à une réécriture de l'esthétique transcendantale. Encore une fois, l'idée n'était pas étrangère au premier lecteur de Bergson, ni à Bergson lui-même. Il y a une lettre tardive déjà par rapport à l'écriture de l'essai où Bergson réagit à une question sur, le deuxième chapitre de l'essai ne serait-ce une réévaluation, une façon de relire l'esthétique transcendantale. Ils sont des marques, bien entendu, mais la question était déjà là. On pourrait par exemple mentionner aussi l'étude de Madeleine Barthélémy-Madol, qui a été publiée une année après la soutenance de thèse de Bento Prado Jr. et ainsi de suite. Donc, Bento Prado Jr. ne part pas de cette provocation de Lévy-Bruhl, mais il l'explique en même temps qu'il montre son bien fondé, à mon avis. Donc, dans le cadre général de la critique de l'entendement, ceci, c'est une citation, dans le cadre général de la critique de l'entendement indispensable à la découverte de la durée, dit Bento Prado Jr., la théorie des multiplicités est une espèce d'esthétique transcendantale. Plus précisément, elle a la prétention d'être la version définitive de l'esthétique transcendantale par-delà les équivoques de l'esthétique kantienne. La critique du criticisme joue ici un rôle fondamental. Il faut lire en filigrane le texte de Kant dans le texte de Bergson qui s'y oppose, mais prend son sens par sa référence à lui. Traduction de Renaud Barbaz. Les données immédiates comportent donc en filigrane une critique du criticisme qui est aussi bien transformation de la problématique kantienne. Seulement, et tout l'enjeu est là, une telle transformation de la problématique kantienne répercute tant sur l'esthétique transcendantale qui porte sur les conditions de la sensibilité que sur l'analytique transcendantale qui porte sur les conditions de l'entendement. En effet, une fois les conditions de possibilité de l'expérience sont changées, change inévitablement la manière de penser le rapport entre entendement et sensibilité. La philosophie de Bergson, je cite Bento Prado Jr., opère une réidentification entre sensibilité et entendement, faisant en sorte que l'esthétique, en se déployant, en vienne à exercer les fonctions de l'analytique. C'est très fort, ça, c'est très beau en même temps. Et c'est très prétentieux, ce qui rend davantage belle l'hypothèse. Selon Bento Prado Jr., c'est donc bel et bien une fusion, je cite, une fusion entre l'esthétique et l'analytique qui s'opère dans le deuxième chapitre de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Dans ma thèse, je me suis consacré à montrer le bien fondé de ces affirmations. Je ne pourrais malheureusement pas le faire ici. Je me bornerai donc à énoncer des conclusions. On pourra en discuter par la suite si vous le voulez. Selon Bento Prado Jr.,
le rôle de l'analyse du principe d'impénétrabilité de la matière dans le deuxième chapitre de l'essai, pages 65 à 67. Je vais vite, hein, je le sais. Donc, l'analyse du principe d'impénétrabilité de la matière dans le deuxième chapitre de l'essai correspond au rôle de l'analyse cartésienne du morceau de cire dans l'économie des méditations de Descartes. Il permet de montrer à la fois que la notion d'intensité n'est pas physique mais géométrique et que la causalité, concept et principe dans l'analytique transcendantale, est réductible au principe d'identité. L'argument est complexe et un peu ramassé, trop synthétique chez Bento Prado Jr. Je l'ai développé à travers plus de 50 pages dans ma thèse. Donc, je ne ferai que citer la conclusion énoncée par Bento Prado Jr. Je cite: si la causalité implique régularité et répétition, la répétition est pensée à l'intérieur du bergsonisme comme explicitation de l'identité, passage du même au même, par opposition aux notions de création et de croissance. La causalité, on vient ainsi à avoir la structure de la tautologie et à être réductible à nouveau au principe d'identité. Donc, je viens de faire une présentation de cette réforme ou réécriture de l'esthétique transcendantale. Je passe à mon deuxième aperçu qui porte sur le prolongement de l'hypothèse de la réécriture, de cette réécriture par Franklin Leopold Silva. Je viens de proposer donc avec Bento Prado Jr. que la réforme de l'esthétique transcendantale a eu pour résultat, la réduction de la mécanique à la géométrie, de la causalité à l'identité. Alors, quelles sont les conséquences de la, je cite, fusion entre l'esthétique et l'analytique sur le problème de la liberté? Notons que les réflexions de Bento Prado Jr. abordent d'autres aspects du problème de la liberté. Il discute avec Sartre, par exemple. Pour des raisons d'économie textuelle qui sont sans doute complètement contingentes dans la rédaction de Présence et Champ transcendantal, Bento Prado Jr. n'a donc pas extrait des conséquences de son hypothèse de réécriture de l'esthétique transcendantale ou les conséquences qu'il aurait pu avoir extrait s'il avait prolongé la discussion jusqu'à la dialectique. En effet, si la réécriture de l'esthétique a des répercussions directes sur l'analytique, il ne serait aucunement absurde de demander quelles sont les conséquences d'une telle réécriture sur le conflit entre causalité et liberté dans la dialectique transcendantale. C'est en fait Franklin Leopoldo e Silva qui pose et développe ce problème tout au long de sa trajectoire intellectuelle. Sa thèse de doctorat s'intitule « Éléments pour l'image morale de l'homme dans la philosophie française de la fin du 19e et du début du 20e siècle ». C'est moi qui traduis librement, la thèse n'est pas publiée, je suis en train de l'éditer avec l'autorisation de M. Franklin, mais il faut que j'avance là-dessus. Le premier chapitre de cette thèse s'intitule « Autour de la causalité ». Ce n'est pas hasard. Ensuite, sa thèse du livre Docência HDR consacre des pages importantes et des sections même au problème de la liberté chez Bergson. C'est notamment sur ces pages que nous allons revenir tout à l'heure. Franklin Leopold Silva n'annonce pas sa démarche comme un prolongement de celle de Bento Prado Jr. Dans sa thèse de doctorat, le premier chapitre intitulé « Autour de la causalité » s'ouvre cependant précisément par une discussion des problèmes suscités par la troisième antinomie, qui porte, comme l'on sait, sur le conflit entre la causalité selon les lois de la nature et la liberté. Ce faisant, Leopoldo e Silva interroge, je cite le premier chapitre de sa thèse de doctorat, pardon, l'interférence, je cite, l'interférence réciproque entre les domaines pratiques et théoriques, pardon, excusez-moi. Ce faisant,
Leopoldo e Silva interroge, et donc je cite c'est une toute petite phrase en fait que je vais citer là. Il interroge l'interférence réciproque entre les domaines pratiques et théoriques, examinant les conséquences de l'analytique lorsque l'opération de l'entendement est prolongée sur le domaine de la morale. C'est donc comme si Leopoldo e Silva avait repris la discussion de la transformation de la problématique kantienne, là où Bento Prado Jr. l'avait mise de côté. Comme s'il prolongeait les conséquences de la réécriture de l'esthétique transcendantale commencée par Bento Prado Jr. au-delà de l'analytique et jusqu'à la dialectique transcendantale. Cette démarche devient plus explicite dans sa thèse de livre docência HDR. Monsieur Leopoldo e Silva entend que dans la dialectique transcendantale, les angles morts de l'entendement prennent ouvertement la forme d'antinomie. Le phénomène de la liberté, insiste Leopoldo e Silva dans ses travaux, ne peut donc être résolu que grâce à l'introduction arbitraire comme une thèse ad hoc du domaine nouménal. En effet, Kant ne pense la liberté que dans le domaine des choses en soi, parce qu'il l'a chassée, la liberté, de l'expérience possible, régie par les principes de l'entendement. D'une part, constate Leopoldo e Silva à la lecture de la troisième antinomie de la critique de la raison pure, je cite, « Cette conception résulte de ce qu'on pense la liberté à partir du déterminisme. La liberté devenant donc inexplicable par les principes de l'entendement. D'autre part, si la perspective de la liberté était préservée sans restriction, la science ne pourrait en aucun cas s'en tenir au même principe. Autrement dit, l'alternative kantienne de la liberté consiste en la résolution perspicace d'une difficulté suscitée à l'intérieur du système de la raison pure, mais qui n'existe pas nécessairement à l'extérieur du système de la raison pure. Je passe à mon troisième aperçu et avec ces mots, je conclus mon intervention. Ce troisième aperçu sera consacré à une petite discussion très brève sur l'acte libre dans l'économie de l'essai sur les données immédiates de la conscience. D'une part, j'insiste, Bento Prado Jr. avait montré que le deuxième chapitre de l'essai consiste en une réécriture de l'esthétique transcendantale. La théorie des multiplicités, soit l'esthétique transcendantale réécrite par Bergson, en vient à corriger et à absorber l'analytique transcendantale. D'autre part, Franklin Leopoldo Silva montre que les difficultés insolubles de la dialectique sont engendrées par la façon dont les conditions de l'expérience possible sont définies dans l'esthétique et dans l'analytique. L'expérience possible est entièrement conditionnée par un concept et un principe de causalité qui ne permettent que des changements d'état de la substance et limitent l'hétérogénéité des séries causales. En bref, une telle expérience possible n'est qu'une expérience possible à l'intérieur d'un système mécanique. S'il nous est donc permis de prolonger la métaphore de la réécriture avancée par Bento Prado Jr., je dirais donc ceci. Franklin Leopoldo Silva nous montre que le troisième chapitre de l'essai consiste en une sorte de réécriture de la dialectique transcendantale, au-delà des équivoques de celle-ci. Selon lui, la dichotomie entre la causalité de la loi de la nature et la liberté est suscitée parce que Kant, en limitant l'expérience à l'expérience possible, se voit obligé d'introduire la thèse du domaine nouménal pour penser la liberté. En revanche, puisque les conditions de l'expérience décrites par Bergson, à savoir celles décrites par la théorie des multiplicités, puisque les conditions de l'expérience décrites par Bergson ne sont pas celles de l'expérience possible, il n'a pas besoin d'introduire une dimension complètement étrangère à la théorie des multiplicités elle-même pour penser la liberté. Franklin Leopoldo e Silva nous montre ainsi que, au lieu de limiter l'expérience pour ensuite faire appel à une thèse ad hoc, d'ailleurs complètement étrangère aux conditions de l'expérience possible, Bergson introduit l'hypothèse de l'acte libre et du moi profond qui permet d'introduire la création dans la causalité.
merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir parler d'ailleurs à des gens qui sont des fins connaisseurs des textes dont je parle, de Franklin Leopoldo Silva e de Bergson e de Bento Prado Júnior. Merci beaucoup. Merci à vous, Marcos Camolletti. Has been a really interesting dissertation between these professors, Bento Prado Jr. and Franklin Leopoldo Silva, about the problem of the liberty and causalite between determinism and creation. Has been interesting to hear this point about the reescriture de l'esthétique transcendentale. I don't know if some of the guests that are here want to make some questions or commentaries about these specific problems. By myself, I know very few about this specific problem, but in the book of Franklin Leopoldo Silva, I read something about the creatio nihilo as a concept that comes from the Bible, and he says, I think he says that the idea of continuous creation in Bergson lead us to a comprehension of the determinism of the work of God, and that is a dilemma referring to the with regard of the absolute determination of physical things and the indetermination of the human actions. So for me, it's in Franklin Leopoldo Silva, he says that is not valid to associate liberty with the idea of continuous creation. I think I didn't understand very well that, so probably I ask to Marcos if he can tell us about that if there is time, but I leave the other guests and professors to ask first another questions. Thank you. Thank you, Cosette Ayala. How we will do? I answer now, or we take some? Yeah, I think it's better to leave the other guests to ask some questions, please. As you prefer. Yeah, because for me it's a more general question that has to do with the which is very interesting. I hope so. Thank you. Okay, Deborah, please. Thank you. You go first. OK, thank you, Cosette. Je fais ma question en français, OK. Bon, Marcos, d'abord, félicitations pour ta présentation qui me laisse très heureuse, en fait, parce que moi, je n'ai jamais eu cette lecture que Franklin méritait pour son travail. Au commencement de mes études, dans mon doctorat, je me suis concentrée sur la thèse de Bento Prado Jr. OK? Mais ce que je voudrais dire avant de poser cette question, c'est que ce rapport entre Kant et Bergson, elle est complètement actuelle encore. Nous avons eu la présentation de la conférence de Lane Loyle dans les premiers jours de notre événement. Et après ça, lui, moi et Isashi, on a changé de message parce que ça nous a fait énormément penser. Et je pense que là, ta présentation donne encore plus de sort à cette reprise. Et on aura aussi Camille Riquet aujourd'hui qui va parler de Kant d'une autre façon, d'une chose nouvelle. Mais ça montre comment c'est important de retourner à cet rapport
pour penser Bergson aujourd'hui et pour exploiter toutes les conséquences de la philosophie de Bergson qui sont encore à exploiter. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ça m'a beaucoup impressionné l'explication que tu nous donnes sur la lecture de Franklin, comment il est aussi héritier, dans une certaine façon, de cette conception de Bento Prado Jr. sur l'esthétique transcendantale, ok? Et pour les thèmes de la liberté. Donc, ce que je pense vraiment, c'est que pour faire de la durée, qui est d'abord cette émotion, ce sentiment, cette potentialité supra-intellectuelle à nous, mais pour faire de la durée un concept, une idée qui traverse les problèmes philosophiques, qui les renouvelle, qui qui fait la philosophie bouger vraiment. Bergson a fait une philosophie, a construit une philosophie où on voit un réalisme empirique de la durée ou du temps, et il a fait ce réalisme et cette métaphysique qui en découle, qui n'est pas précritique. Parce que ça c'est une question importante encore, parce que encore et encore, on a des critiques sur la philosophie de Bergson qui disent c'est bon, c'est le pur précriticisme, ça n'a aucun sens. Et je pense que vraiment, cet rapport avec Kant et les rôles du kantisme dans la philosophie de Bergson, c'est ce qui montre qu'on n'est pas dans les milieux d'une métaphysique précritique. Donc, et c'est ça qu'on a déjà discuté quelques fois, et je pense que la discussion sur la liberté, qui c'était la nouveauté pour moi, a bien renforcé ça. C'est-à-dire que la durée, et là c'est un peu ma question, les concepts de durée, l'idée de durée, elle surgit dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, comme concept et comme un concept fertile pour penser les problèmes du livre. Donc, le problème du livre, c'est la liberté, mais Bergson discute et le centre du livre, le cœur du livre, c'est le deuxième chapitre, justement. Et le deuxième chapitre, c'est les dessins du concept, comme c'est l'éclat du concept de durée par moyen de la discussion de l'esthétique transcendantale et de la notion de temps homogène, qui c'est le temps comme forme de la sensibilité dans la critique de la raison pure. Donc, à mon avis, ça, c'est un élément qui montre, qui renforce, au moins qui indique comment la philosophie de Bergson peut être considérée comme en ayant le kantisme comme étape interne de sa pensée. Sinon, on n'aura pas les développements de la durée en tant que mémoire, en tant qu'élan vital, etc. Donc, c'est ça. Ma question, c'est si tu es d'accord avec ça, si la présence, l'omniprésence de Kant, c'est le seul philosophe qui apparaît dans toutes les œuvres. Et ça, c'est pas peu important. Et donc, ma question, c'est ça. Si tu penses que cette incorporation de la critique kantienne et cette critique du criticisme qui est aussi, qui fait partie aussi d'une, on peut dire, d'un prolongement de la philosophie critique, si tu ne considères pas qu'elle est une étape interne dans ce sens-là, on pourrait parler à peu près d'un post-kantisme chez Bergson. C'est ça. Et aussi, je voudrais encore remercier pour les rigueurs de ta lecture sur les deux philosophes brésiliens, dont un, Franklin, c'est un pionnier, il a formé tout le monde, et je veux vraiment dire à vous qu'il a été mon directeur de thèse. Donc,
au commencement des études de Bergson, il n'y avait presque personne qui faisait des thèses sur Bergson à cette époque-là. Je parle des années 1090, d'accord? Donc, c'est vraiment spécial. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je réponds tout de suite ou j'attends encore une question ou deux? Je ne sais pas. Peut-être tu peux répondre Cosette et moi, sinon c'est D'accord. trop, d'accord? Ok. Et après, on fait Bruno et Denis, je ne sais pas. Okay. Adriana, je ne sais pas qu'elle pense, mais... D'accord. Thank you very much, Cosette, for the question. I will answer your question first. I think your remark is completely. It is interesting because if we read only the thèse de livre docência, I mean HDR in French, we're led to think that Franklin Leopoldo e Silva based his reflections on Henri Gouillet, who is the author who discusses deeply with all rigor possible the interpretation of or the heritage of the Judeo-Christian thinking on Bergson's philosophy. I think la thèse de livre docência or HDR, sorry, because 3 languages is I think the HDR is the point of encounter of a Brazilian tradition of interpretation of Bergson's philosophy, which pays attention to the Kantian heritage mostly, and the encounter of this other tradition represented by Henri Gouillet, who discusses about the Judeo-Christian heritage in Bergson's philosophy. So I think the question remains. I think the question may result in a very interesting study, and I think that's it. Thank you very much. I expect to have answered the question. Merci beaucoup. Et bon, pour ce qui est de la deuxième question, alors, merci infiniment, Déborah, de tes remarques, de ton point de vue, de partager avec moi ton point de vue qui est important à plusieurs égards, bien entendu, pour moi personnellement et aussi objectivement, parce que tu représentes, tu le sais très bien que tu représentes le bergsonisme au Brésil. Donc, et pour moi personnellement, parce que ma trajectoire a été d'une certaine façon marquée par tes écrits, ton enseignement, quand je suis allé assister ton cours en 2011 à l'Université fédérale de São Carlos. Donc, je suis vraiment ravi de cet échange, de cet espace et de cet échange. Je suis tout à fait d'accord et en fait, je me réjouis de savoir que en ce moment, donc, Bergson et Kant sont en train d'être rapprochés encore une fois. Parce que, bon, à un moment donné, je considérais, j'avais l'impression que moi, j'étais trop peut-être carré, mais à mon avis, et c'est pour cela que j'ai jamais abandonné cette approche.
c'est l'approche, ce rapprochement, il est indispensable pour une discussion approfondie de l'essai sur les données immédiates de la conscience. Donc, à plusieurs égards, dont deux. D'une part, historique et institutionnel, on le sait, l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'est la thèse principale soutenue par Bergson en 1889 en Sorbonne. Et à la Sorbonne, à ce moment-là, d'après les témoignages de Bergson, je ne fais que confirmer et j'apprends rien à personne, c'est seulement une façon de réagir et de discuter. On sait qu'à cette époque-là, à la Sorbonne, il était indispensable de traiter de Kant. Donc, d'après le témoignage de Bergson, on peut le saisir, et aussi d'après des études d'histoire de la philosophie et d'histoire intellectuelle du tournant du XXe siècle. Bergson, dans un témoignage, je ne me souviens plus à qui, dit qu'il fallait passer soit par Kant, soit par Spencer, mais Spencer, c'était un peu controversé. Il a choisi de passer par Kant, et je pense que cette donnée objective, elle serait suffisante pour qu'on considère que le rapprochement entre Kant et Bergson est indispensable dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Puis, aussi, à partir d'une interprétation de l'architectonique de l'essai même. Pourquoi Bergson discute-t-il de l'espace et du temps? Ce sont les deux intuitions de la sensibilité dans ce chef-d'œuvre qui avait marqué des générations et des générations de Français, et il choisit de s'attaquer à ce problème. Et ce n'est pas pour discuter de Newton via Kant, c'est justement une confrontation directe, une réécriture, comme le dit Bento Prado Jr. En fait, là, ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, à toi et à vous tous, toutes et tous, ce n'est pas quelque chose que j'avais remarqué quand j'avais commencé à réfléchir sur Bento Prado Jr. et Franklin Leopoldo Silva, ou mieux, quand j'avais commencé à lire ces auteurs comme des philosophes. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte plus tard, en fait, même grâce à l'invitation que vous m'avez faite pour venir ici réfléchir. Donc, c'est quelque chose qu'on développe et qui consiste effectivement à comprendre, mais pourquoi Franklin, dans sa trajectoire, il a toujours interrogé le problème de la liberté. Il a d'autres essais, on le sait, par exemple Sartre, qui est chez UNESP, qui est consacré à cette discussion sur la liberté. Donc, c'est en me demandant, c'est en me posant cette question que, encore une fois, je suis revenu sur ces textes, et aussi, bon, après des lectures et des relectures de la critique de la raison pure, je me rends compte effectivement que, sans l'avoir annoncé, c'est possible que Franklin, de cette façon super subtile, super, avec sa subtilité qui est sa marque intellectuelle et de sa personnalité même, sans l'annoncer, sans dire « je vais récupérer Bento Prado Jr. ici ou là », ce n'est pas son style même. J'ai l'impression, et c'est ce que j'ai
je vous ai soumis aujourd'hui, qu'il récupère en prolongeant. Il ne perd même pas son temps à expliquer ce que Bento Prado Júnior a fait, ce que moi j'ai fait. Il continue. Il part dans un élan qui est le sien à partir de son maître. Donc voilà, et je suis, encore une fois, merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec toi. Thank you. We continue with Bruno Rates, please. Pardon, avant qu'on continue, je remarque seulement qu'on ne peut pas déborder les 11h au Brésil et 15h à Paris. Merci. Merci Marco, c'était magnifique ton texte. Moi j'ai deux questions, elles sont reliées. La première c'est sur un aspect plus général de l'histoire de la philosophie, parce que tu as bien souligné la relation de continuité entre Bento, Prado et Franklin. Mais je me demande aussi des ruptures, parce que finalement, les résultats du bouquin de Bento Prado, c'est un dialogue avec la phénoménologie. Donc, on a le place de la négativité, c'est très marqué par sa lecture de Sartre. Donc, on a cette, comment on dit, cet résultat. L'ouverture, c'est un dialogue de Bergson avec la phénoménologie. En revanche, chez Franklin, les sources intellectuelles sont plutôt du côté du romantisme, de l'idéalisme. Il n'y a pas le rôle de la négativité. Et voilà, finalement, l'ouverture de son bouquin sur Bergson, c'est les relations entre Bergson et le romantisme. Donc, je me demande aussi, qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Et la deuxième question, c'est plutôt spécifique par rapport à la philosophie brésilienne et sa réception de Bergson. Je me demande si ces deux schémas, phénoménologie, Sartre, marxisme, voilà, Hegel, négativité et coïncidence absolue, théologie, romantisme, ce ne sont pas des reflets plutôt générationnels, parce que Bento Prado Júnior a écrit sa thèse au exil à Paris. On a vécu dans ces moments-là en dictature militaire. La philosophie était plus dangereuse, pour ainsi dire. En revanche, chez Franklin, plus jeune que Bento Prado, et aussi la philosophie c'est beaucoup plus spécialisée au Brésil. On a des départements de beaucoup plus de revues et l'aspect politique n'est pas forcément présent. Donc, je voudrais demander, ça c'est les deux questions, qu'est-ce que tu en penses là? Et la dernière provocation, c'est quel est notre... Parce que j'imagine qu'on est de la même génération philosophique. Peut-être que je suis plus âgé, mais bon, on a soutenu notre thèse même époque à peu près. Et quel est notre, en tant que philosophe au Brésil, notre génération, à mon avis, par rapport spécifiquement à Bergson, ont vécu une relation plutôt, comment on dit, je pense que notre moment, c'est la relation entre Bergson et la science. On a beaucoup de travaux dédiés à ces aspects-là. Moi-même, j'ai fait ça. Et ta thèse aussi, tu touches beaucoup sur ces aspects-là. Donc, c'est à peu près, c'est un peu confus, mais merci encore. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Bruno. Muito obrigado. C'est tout à fait pertinent. Les deux questions, ça m'invite à des réflexions aussi. Oui, c'est vrai, la continuité que j'ai essayé, et il faut le souligner encore, la continuité que j'ai essayé d'établir, elle ne porte que sur le problème de la causalité. Et c'est cette continuité, son télescopage.
ce que j'essayais de dire auparavant là, en répondant à la question de Déborah. Donc, oui, des ruptures, oui, tout à fait, bien que, là, je réfléchis, hein, parce que la question, elle invite à la réflexion, il n'y a pas de réponse préétablie. Oui, mais il y a Sartre dans Présence et champ transcendantal. Ensuite, il va développer son bouquin sur Sartre. Il y a la littérature dans Présence et champ transcendantal. Il y a Carlos Drummond de Andrade. Et ensuite, Franklin va se consacrer aussi à cet aspect littéraire. Et concernant la question du romantisme, oui, effectivement, le romantisme dans la thèse du livre de docência HDR, il est là, il est fort présent. Mais si on remonte vers la thèse de doctorat, on va voir, et en cela aussi, je reprends partiellement, j'évoque la question posée par Déborah sur un post-kantisme ou un néo-kantisme, un néocriticisme. La thèse de doctorat est consacrée à un examen des sources, notamment néo-kantiennes, au tournant du siècle. Donc, il interroge Ravesson, il interroge, il lit Renouvier, Brunswick, et parmi tous ces auteurs, Bergson également. Donc, j'ai l'impression que le romantisme, il est venu quelques années après, mais cela est à confirmer. Cela est à confirmer. En tout cas, oui, ce sont deux, ce sont deux styles différents. J'ai pas eu l'occasion de connaître personnellement Bento Prado Jr. À partir de ce que l'on dire, bon, il avait, c'était quelqu'un d'absolument brillant. Je me demande s'il était accueillant comme Franklin Leopold de Silva, qui était quelqu'un de vraiment proche, bon, Déborah et d'autres personnes pourront en parler. Mais voilà, ce sont des styles différents. Donc, oui, absolument. J'essaye seulement de poser la question en toute rigueur à partir de cette problématique de la causalité pour ce qui est de la continuité. Pour ce qui est de la question générationnelle, c'est-à-dire un réflexe générationnel, d'une part, la philosophie était plus dangereuse à l'époque de Bento Prado. Oui, il y a cette histoire. Il était en France, il rentre au Brésil et il tape dans, je ne sais pas combien de temps, c'était 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon Paulo Arantes, cette thèse du livre de docência, je parle là de Bento Prado, mais qui ne l'était même pas, parce c'était en même temps à la fois une thèse de doctorat, parce qu'il n'était pas docteur à ce moment-là. Et oui, il y a de la verve, non? Il y a beaucoup de verve, il y a beaucoup de... oui, il y a la question générationnelle, par exemple, Vima, qu'il traite par Senhor Vima, c'est-à-dire Monsieur Vima. Et quand on traite quelqu'un par Monsieur comme ça, c'est qu'il a connu. Donc, Vima est une composante fondamentale de son argument consacré au problème de la causalité dans le 2e chapitre de Présence et champ transcendantal. Donc, oui, il y a des choses de fortune, il y a des occasionnalités. Quant à la question de l'institutionnalisation de la philosophie, oui, à la fin des années 90, c'est sûr,
à l'époque de la thèse, je ne suis pas sûr, à l'époque où il a soutenu sa thèse en 81 sous la direction de Marilène, parce que là, nous étions encore sous la dictature militaire et c'était compliqué. Le cadre d'enseignant à cette époque-là, par exemple, ces contrats se renouvelaient chaque 3 ans. Ce n'était pas un poste comme nous l'imaginons. Et enfin, et là, tu vois que j'essaie de composer un fresque à partir de petites pensées, parce que et voilà, on réfléchit ensemble. En ce moment, la relation, le rapport entre Bergson et les sciences, à mon avis, c'est ce qui m'a toujours passionné, non, c'est comme toi, je le sais et j'ai lu ta thèse. Et il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur les rapports entre Bergson, les sciences, les techniques. Il y a un beau livre d'Emmanuel Clariccio qui a été publié récemment chez Hermann, La vie technique, dans lequel il traite de Bergson également. Donc, voilà, je suis très content vraiment de cette reprise, de ma reprise. Merci beaucoup pour la question. Okay, we continue with Danny Baki in Polish. Please. Yes, thank you. Merci, Marcus, pour ton exposition. C'est très intéressant d'écouter des commentaires sur des philosophes brésiliens ici, donc merci. Et j'ai une question que j'ai eu l'opportunité de discuter avec Franklin quand j'étais en train d'écrire mon master. C'est justement dans cette question de la réécriture de l'esthétique transcendantale par Bergson, dans cette perspective de Bento Prado, et alors qu'il va dire que le deuxième chapitre de l'essai, c'est cette reformulation définitive de l'esthétique transcendantale. Alors, ma question, c'était que, est-ce que c'est possible de comprendre que Kant lui-même a fait cette réécriture à partir de l'esthétique transcendantale? Je pense à partir de commentaires décisifs de Béatrice Longuenesse, par exemple, dans son ouvrage Kant, la faculté de juger, où elle va dire que à partir de paragraphes 24, 25 et de la notion très complexe et encore que nous sommes en train de discuter dans le commentaire de Kant, toujours la question de synthèse spéciale qui va discuter la question de l'imagination, etc. Alors, dans ce paragraphe 24, 25, il peut faire la distinction entre la forme de l'intuition et l'intuition formelle. Alors, à partir de cette perspective, Longuenesse et d'autres vont proposer de relire que Kant implicitement nous suggère ça, de relire l'esthétique transcendantale en comprenant que à partir du moment que nous avons en fait une forme de l'intuition, mais aussi une intuition formelle, quand Kant va discuter le temps et l'espace dans l'esthétique transcendantale, il fait déjà une proposition analytique. Il fait déjà le rapport entre l'entendement et la sensibilité qui est en train alors, est en train d'opérer là. Et tout ça pour dire que est-ce que c'est possible, et ça c'est la question que j'ai discuté avec Franklin, est-ce que c'est possible de comprendre en ce sens que la lecture, cette réécriture qui en fait Bergson fait est effectivement une manière de démontrer, comme peut-être Camille Riquet va suggérer dans son article, de lire en intuition déjà dans Kant, mais qui est de quelque manière suffoquée. De la même manière que Bergson, dans le 4e chapitre de l'évolution créatrice, va discuter avec Descartes en disant que Descartes a deux métaphysiques possibles, mais
que, en raison de notre existence pragmatique, de l'influence de la philosophie grecque, etc., la tendance déterministe de la philosophie, de la métaphysique moderne va prospérer. Donc, pour résumer et conclure un peu la question, est-ce que c'est possible de faire cette lecture pour Kant, pour des autres philosophes aussi, mais comme Bergson, lecteur des autres philosophes, est-ce que Bergson va voir dans des autres philosophes cette possibilité, cette intuition qui sont plus ou moins capables de se développer et être suffoqués aussi? Parce que, en ce sens, on est d'accord avec Bergson que Kant est peut-être le philosophe qui a la critique de la raison pure, en effet, est le livre qui a le plus développé la tendance de l'intelligence dans cette perspective. Donc, ça est d'accord, c'est une lecture convergente, mais n'est pas possible de lire dans le propre critique de la raison pure à partir de l'analytique transcendantale, cette relecture de l'esthétique transcendantale. C'est comme ça la question. Et alors, pour conclure, je suis tout d'accord que pour moi, la philosophie de Claude va ser une philosophie de la liberté et dans la perspective de la générosité, je pense. Il y a la générosité de découvrir dans des philosophes cette intuition, peut-être cette perspective de la liberté dans chaque philosophie. Pour moi, ça, c'est le meilleur que nous avons dans la philosophie brésilienne. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Je vois que tu as un nom, j'aurais pas supposé que tu es brésilien, donc peut-être, si j'ai bien compris, tu es brésilien toi aussi? Oui, d'accord. Donc, Denis, merci beaucoup pour la question ou les questions. Pour ce qui est d'abord donc de la question de la réévaluation interne chez Kant d'un éventuel rapport entre esthétique et analytique, entendement et sensibilité, donc qui aurait pu susciter une nouvelle rédaction de l'esthétique transcendantale. Ce que je dirais, c'est qu'il y a deux façons ou deux approches, en gros, possibles que nous pouvons adopter dans le cadre de cette discussion. D'une part, c'est l'approche que d'autres auteurs, dont Langness, adoptent, qui est un rapport compréhensif, mais en même temps qui essaye de trouver une articulation interne basée sur un système de référence et de symétrie, d'harmonie dans l'architectonique totale de ce que nous appelons une œuvre, en l'occurrence l'œuvre de Kant. Donc, éventuellement, on va combler certaines lacunes, on va rétrocéder, on va faire réagir l'œuvre ou l'ouvrage ultérieur, publié ultérieurement sur celui qui avait été publié avant. Donc, c'est une approche possible. Mon approche ici, elle est plutôt historique ou historiographique, c'est-à-dire je vais essayer d'interpréter ce que ces auteurs ont essayé de faire et de comprendre comment ils ont pensé au moment où ils ont formulé, où ils ont rédigé leurs ouvrages. Donc, cela dit, la façon dont je procède m'emmène à considérer plutôt comme un ouvrage de référence, même s'il n'est pas actuel, le livre Physique et métaphysique kantienne de Jules Vuillemin, publié en 1955. Il y a ensuite une réédition. Vuillemin qui est allé au Brésil, qui a connu Bento Prado sans doute en France, qui est devenu professeur au Collège de France, etc.
parce que le livre de Vuillemin est utilisé largement, intensivement par Bento Prado dans son interprétation. Et ce que dit ce livre de Vuillemin, Physique et métaphysique kantienne, bon, ses conclusions, c'est un livre très complexe, mais donc je ne vais pas pouvoir en discuter en détail, mais les conclusions consistent, ou la conclusion principale consiste en ceci. Kant a donné pour modèle de l'entendement la mécanique newtonienne. Et cela serait devenu évident, selon Vuillemin, quand en 1700, si je ne me trompe pas, 86, Kant publie les principes, ça dépend de la traduction, mais les principes de la métaphysique de la nature, les fondements, la métaphysique de la nature, etc., où il montre la réciprocité entre les lois de la mécanique newtonienne et son propre système de l'entendement. Donc, le noyau de cette problématique se trouve dans la deuxième antinomie qui porte justement sur la causalité. On peut passer toute une journée là-dessus. Donc, l'idée, c'est de comprendre fondamentalement que le modèle de l'entendement kantien est en accord avec un certain modèle de science qui a eu lieu à un moment donné de l'histoire, mais qui a été ensuite succédé par d'autres modèles. Donc, Vuillemin, qui était un élève de Bachelard, va dire cela nous permet de penser que la thermodynamique, l'avènement de la thermodynamique au tournant du 19e siècle va remettre en question le modèle de l'entendement, le modèle kantien de l'entendement. Donc, sa faiblesse, en même temps la force de Kant et sa faiblesse, c'est le fait qu'il a adapté son modèle de l'entendement à une science, à une seule science. Donc, cela pour cette question sur Longness, Vuillemin, etc. etc. Une autre question, c'est la façon dont Bergson lit les philosophes. Là, nous avons des méthodes, nous avons, si je ne me trompe pas, c'est l'article « L'intuition philosophique » où il le propose. Si, quelqu'un peut me corriger si je me trompe d'intitulé de l'article. Mais il propose cette conception soit d'une intuition où on va avoir la sympathie de l'objet, soit cette conception de tourner autour de l'objet. Et bon, sa façon de lire les philosophes, c'est une façon intuitive. Il y a des auteurs qui ont remis en question sa façon de lire. Par exemple, Martial Guérou va revisiter cet aspect. Il y a de la matière pour tout un article. Mais je dirais pas que je dirais que Bergson va continuer effectivement à associer Kant et la critique de la raison pure à ce que tu as nommé comme un modèle ou une tendance de l'intelligence. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu. Thank you. I think we are about to complete our time. Is that right, Katarina? I think we have just 10 minutes. I think there has been a very interesting discussions, and for me has been very interesting to hear
about these problems that doesn't concern just to the philosophy of Bergson itself, but it's about the history of philosophy in general, the history of ideas and how the authors reinterpret another authors. In this case, was what you just said about Kant and the Reclitur, the Kant, and or the another commentary that make Bruno about the influence of Marxism and the exile in an author that is thinking about Bergson in Paris. So it's some aspects that concerns extra problems that are extra from the author itself, the Bergson, that is a problem that probably has to do also with the continuity or determinism and the liberté also. So I don't know if you want to comment another thing before we close the panel. I would like to thank you once more and to thank all the audience for the questions and the attention. Bon,